Donc, bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour ce webinaire de cette série sur les pollutions lumineuses. Je suis Céline Damry, je travaille au Conservatoire du Littoral et donc je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui ou de vous trouver, si vous n'avez pas pu participer aux deux précédents webinaires de cette série, pour parler des recommandations et des solutions qui concernent les pollutions lumineuses et les impacts sur la biodiversité et les écosystèmes côtiers. Donc, avant de démarrer le webinaire, quelques petites préconisations et quelques petites choses sur l'utilisation de la plateforme si vous n'êtes pas familier. Pour les participants, vous allez avoir accès à une question box, une boîte à questions. Euh, Ma collègue Marie se chargera de recenser les questions que vous aurez pendant le webinaire, que vous voulez adresser à nos différents speakers, et les fera remonter lors des sessions questions-réponses qui sont dédiées. Si vous avez besoin de traduction, parce que je vais parler en français, mais nos trois intervenantes vont parler en anglais, je vous laisse cliquer sur le petit globe où il y a marqué interprétation, traduction, et cliquer si vous avez besoin de la langue anglaise ou de la langue française. Et enfin, pour les intervenants, je vous rappelle que voilà, tout le monde peut vous voir, peut vous entendre, qu'on va couper la caméra de temps en temps pour laisser en avant la personne qui parle. Merci de couper vos micros pour voilà, qu'il n'y ait pas qu'il y ait de perturbations. Et ce webinaire sera enregistré et diffusé sur la plateforme EcoSolutions pour que d'autres personnes puissent y accéder et revoir cet épisode. Une petite introduction générale sur cette série. Donc, comme je vous le disais, j'appartiens au Conservatoire du Littoral. C'est un établissement public français qui est sous la supervision du ministère en charge de l'écologie et dont le métier, c'est d'acheter des terrains sur le littoral français pour les soustraire à des programmes de développement, d'urbanisation. Donc aujourd'hui, on est propriétaire d'un peu plus de 200 000 hectares avec des terrains qui sont situés en France métropolitaine et en Outre-mer. Ça constitue un réseau d'à peu près 750 sites et environ 13% du linéaire côté français. Notre spécificité, c'est que nous sommes propriétaires d'espaces naturels côtiers, mais pas gestionnaires. Et donc, on développe des partenariats avec différents types d'organisations publiques et privées, des collectivités, des municipalités, des parcs nationaux, des associations de protection de l'environnement ou du patrimoine, avec qui nous collaborons pour mettre en place des projets à l'échelle du territoire. Donc, tous ces enjeux voilà, de partage d'expériences qu'on peut avoir au sein même des sites du conservatoire, à la délégation internationale, nous sommes très attachés et c'est pourquoi on a monté à travers la démarche Solutions des webinaires de partage d'expériences entre acteurs de conservation de la nature, mais pas que, tous les acteurs qui versent et qui contribuent à la gestion et au développement durable de certains sites. Et donc, c'est dans ce cadre que s'organise cette série de webinaires. Vous pouvez retrouver des éléments sur le site web EcoSolutions, sur les précédentes séries, les précédents webinaires qu'on a pu mettre en place, sur différents sujets comme la gestion du chat dans les petites îles, la restauration écologique des mangroves ou encore le carbone bleu. Donc, aujourd'hui, c'est le troisième webinaire de la série sur ces pollutions lumineuses. On a pu parler dans les deux premiers épisodes de l'introduction générale voilà, sur ce sujet. Qu'est-ce qu'on entend par pollution lumineuse? Quels sont les impacts sur la biodiversité des écosystèmes? Et comment on met en place un diagnostic pour essayer de quantifier cette pollution et avec quelle méthodologie, quels outils? Aujourd'hui, nous avons pour idée de se focaliser sur les recommandations et les solutions pour limiter cette pollution lumineuse à travers trois exemples de projets. Je tiens d'abord, avant tout, à remercier l'équipe organisatrice, et donc particulièrement Marie, Fanny et Isabella. Donc, ma collègue Marie se chargera de la boîte à questions, donc tout à l'heure dans la session de questions-réponses. Fanny est présente en back-office et gère voilà, tout ce qui est la technique et la logistique, et Isabella se charge de l'interprétation. Par rapport au programme et au déroulé de cet épisode, donc, nous aurons donc tout d'abord deux premières interventions de Kelly et de Katia, qui seront suivies d'une session de questions-réponses de 10 minutes, où on prendra donc vos questions. S'en suivra une troisième intervention de la part de Mania, d'une nouvelle session de questions-réponses, avant de clôturer ce webinaire qu'on espère faire durer à peu près une heure et quart, pour être cohérent avec les précédents. Donc, je tiens à remercier nos trois speakers du jour, Kelly, Katia et Mania, donc, qui vont nous apporter des exemples menés dans différents coins de la planète, de projets et des recommandations et des solutions qu'ils préconisent. Et je vais leur laisser la parole tout d'abord à Katia pour se présenter et expliquer en quelques mots de quoi son intervention va parler.
Hi everyone, I'm Katya and I'm a biologist. I'm the Bon après-midi, je suis Katia, je suis une biologiste. which belong to the Je m'occupe des études sur les oiseaux marins islands, and since pour 2016 BirdLife we've been Network. working on light J'ai pollution and travaillé minimize the impact of light pollution en on essayant de minimiser l'impact de la pollution lumineuse sur les oiseaux marins et je m'occupe des politiques de façon assez transversale et je développe des projets. Merci. Merci beaucoup, Katia. Mania, je te laisse la parole. Hi everyone, good afternoon. So my name is Bonjour, Manya. bon après-midi. Je suis Mania, je suis Project Manager à BirdLife Malta. Euh, on a plus ou moins 40 personnes qui travaillent pour la conservation des oiseaux marins. J'étais partie d'un projet européen. On prend beaucoup d'actions sur la pollution lumineuse, mais aujourd'hui, je voudrais parler d'un projet qu'on a conclu, qui était parti d'un portfolio de projets d'il y a quelques années sur la pollution lumineuse. Je suis une biologiste pour la conservation, particulièrement sur les poissons, sur les oiseaux marins et les tortues marines. Donc, je suis très contente d'être ici. J'attends vos questions aussi. Merci beaucoup, Mania. Et enfin, Kelly, je vous donne la parole et puis je vous laisse ensuite enchaîner sur votre présentation. Par contre, je ne vous entends pas, vous avez votre micro coupé. Muted, yes. Hi, my name's Kelly Pendoli. I'm a I'm senior Kelly. and I Euh, come to you from Perth, je Western suis Australia. biologiste. Je viens de Perth, dans l'Australie de l'Ouest. J'ai étudié l'incidence de la lumière depuis les années 90. Je suis encore en train d'étudier comment minimiser cet impact et je travaille avec beaucoup d'organisations en Australie pour le contrôle de la pollution lumineuse dans le laboratoire de biologie. Et dans les dernières années, on fait beaucoup de travail aussi avec les oiseaux marins. Yeah, you can look at my LinkedIn profile if you want to see anything else about me. Vous pouvez regarder mon profil LinkedIn si vous voulez Light entendre un peu plus sur moi. released Alors, by the Australian Commonwealth je Government. vais maintenant parler des lignes directrices du gouvernement australien. 23 version, which was updated Ça, c'est la version 2023 guidelines were also adopted in et 2020 ce sont by the des United Nations lignes Sustainable directrices Development adoptées Meeting. en Further, 2020 in pour Meant surtout also les adopted oiseaux de rivage independent migrateurs. states of CMS. C'est un thème très They were important. kept online Et prior quand to j'ai the regardé 1990 en ligne, j'ai vu que and la Kenya France a été partie de ce projet depuis les années species 80. marine turtles, seabirds and migratory Alors, on se focalise particulièrement sur la tortue marine, sur les oiseaux marins, sur les oiseaux de migrateurs aussi. Et on essaie aussi de réunir des groupes différents pour contribuer à le contrôle et on travaille avec le gouvernement australien, Pendley Environment, le département de biodiversité et le National Environmental Science Program. Donc, c'est très important pour nous parce qu'on continue avec toute une série de actions. Alors, les lignes directrices
vient d'un groupe de biologistes Commonwealth Wildlife Agencies in Brisbane in about 2014. I couldn't really remember, but I know it was a et long time ago. je me rappelle pas exactement l'année, mais c'était un peu d'années qu'on a commencé à s'occuper de tortues marines et de la pollution lumineuse et on a produit des lignes directrices. On a commencé à s'occuper de certaines espèces qui étaient protégées par des traités internationaux. Donc, c'était plus facile de commencer par ces espèces parce que à ce point-là, les gens n'étaient pas en train de reconnaître le problème de la pollution lumineuse. Donc, on, euh, on voulait rédiger un document de référence pour reconnaître la pollution lumineuse comme polluant tout à fait. Et on voulait aussi éduquer les gens, on voulait éduquer les industries de pétrole et gaz, par exemple, pour les rendre conscients de l'incidence sur les animaux, sur la faune, la flore et par exemple aussi les fabricants de lampes, parce que le LED qui remplace les lampes traditionnelles euh, peuvent poser plus de problèmes. Si on voudra parler avec les régulateurs pour l'évaluation, l'approbation de propositions de développement, les conseils, donc les zones urbaines, les commerces, etc. Et aussi les scientifiques et les chercheurs pour lancer un effort de recherche sur la question. Et comme ces lignes sont sorties du département pour la faune et la flore, l'objectif principal est qu'il n'y ait pas de perturbation à l'intérieur d'un habitat, surtout pour la reproduction et la dispersion. Donc ça, c'était la base. Donc le contenu des lignes directrices est assez simple. Si vous regardez des projets qui ont un impact sur la faune et la flore, il y a de best practices, donc des informations sur la théorie de la lumière, parce que les gens ne comprennent vraiment pas qu'est-ce que c'est la pollution lumineuse. Donc, c'est très important de comprendre comment mesurer, par exemple, la lumière biologiquement pertinente, parce que normalement, qui utilise la lumière commercialement ne sait pas la mesurer. Aussi, on voudrait parler comment mesurer les impacts biologiques de la lumière sur la faune et la description du processus d'évaluation des incidences sur l'environnement, parce que c'est très important que les gens comprennent, et des annexes spécifiques et des mesures de gestion recommandées pour les espèces. La prochaine. Donc, ça, c'est une partie très importante des lignes directrices parce qu'il y a des choses qu'il faut expliquer aux gens quand on parle de pollution lumineuse. Et c'est très important de commencer de toute une série d'éléments, par exemple l'obscurité, on ne doit pas ajouter des lumières, utiliser des commandes, des temporisateurs. Et par exemple, en Australie, on a vu qu'il faut vraiment s'assurer que les lumières de la rue soient aux limites minimum, mais il n'y avait pas de limites minimum. Donc, c'était très important de les décider. Donc, minimiser l'intensité de la lumière. Et, par exemple, éviter le suréclairage. Donc, le nombre de lampes qui vont
faire beaucoup de réflexions et réduire, par exemple, l'intensité lumineuse, surtout la lumière bleue. On a parlé beaucoup dans dans les dernières, désolé, présentations de la lumière bleue. Donc, on euh, vraiment recommande l'utilisation de lumière couleur ambre, plutôt ambre PC, et une température inférieure ou égale à 2700 K. La prochaine. Donc, la mise en œuvre pratique de ces lignes directrices. Donc, ce sont des lignes directrices, donc malheureusement, ils n'ont pas de valeur légale, mais les régulateurs ont essayé de faire en sorte qu'un projet doit être évalué pour sa cohérence avec ses lignes directrices. Donc, les projets doivent démontrer qu'ils sont compatibles avec les lignes directrices. Donc, au cours de 2 dernières années, il y a beaucoup de projets qui ont été évalués. Tous les projets, tous les développements doivent être évalués en fonction de l'impact de la lumière. La version originale de 2020 concernait les tortues de mer et les oiseaux marins. La récente révision en 2023 inclut le mammifère terrestre, donc, et les chauves-souris aussi. Et maintenant, on est en train de faire en sorte que le projet implique des zones de plus en plus vastes. Merci. La prochaine. Donc ça, c'est ma dernière slide. Je sais qu'il y a beaucoup, mais je voudrais juste vous donner un exemple de projet spécifique qu'on a fait en Australie pour regarder l'incidence, l'impact de la pollution lumineuse. Donc, par exemple, les projets de développement urbain et leur incidence sur les tortues, le développement d'un nouveau pont fluvial et l'impact sur la faune. Et on a dû, par exemple, considérer des différentes incidentes, par exemple, l'édification d'une marina, donc la plage d'édification des tortues, l'exploitation minière en roche d'or, donc la conservation de la réserve, et aussi l'astrotourisme, donc une installation de stockage de batteries. Et par exemple, les aborigènes, pour les aborigènes, les étoiles ont une importance très, très profonde. Donc, c'est très important pour eux pour raconter leurs histoires, de pouvoir voir les étoiles. On a travaillé dans le domaine du pétrole et du gaz, donc qui a de l'incidence sur les tortues marines, les oiseaux marins, les oiseaux migrateurs. Et on est en train de faire de plus en plus de projets internationaux, par exemple des projets de forage au large du Suriname pour l'impact sur les tortues et les oiseaux, développement d'une station balnéaire sur la mer Rouge en Arabie Saoudite. Et moi, je travaille beaucoup avec les ONG de Oman, en Brésil, au Cap-Vert pour les tortues, les interactions avec les développements touristiques. Donc, la pollution lumineuse est un grand problème et de plus en plus, à niveau international, on commence à faire beaucoup d'études sur ce sujet. Donc, ça me donne beaucoup d'espoir pour le futur. Merci.
Merci beaucoup, Kelly, pour cette présentation. Comme on le disait tout à l'heure, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans la session dans les boîtes à questions. Moi, j'en aurais peut-être une question d'abord à vous poser, Kelly, par rapport justement au projet que vous évoquiez, au fait qu'il y a eu des évaluations de projets qui nécessitaient d'intégrer ces enjeux de pollution lumineuse. Est-ce que, à contrario, dans des démarches de territoire qui existaient déjà, vous avez pu constater qu'il y avait une vraie prise de conscience et déjà des vraies transformations qui étaient mises en place? So in Australia, it's growing, definitely. Oui, en Australie, la conscience est en train de grandir parce que les gens commencent à comprendre l'incidence de la pollution lumineuse sur les animaux, sur les oiseaux surtout. Euh, And I don't know where that's coming from, whether it's coming from je ne sais pas si cela vient des lignes directrices, si cela vient du fait qu'il y a beaucoup d'entreprises qui commencent à comprendre leurs responsabilités et qui commencent à comprendre que la pollution lumineuse est tout à fait une forme de pollution et qu'il faut la gérer. Et je pense que c'est ça, c'est pas vraiment à niveau politique, mais c'est vraiment une conscience qui commence à être acquise. On reviendra à l'antenne tout à l'heure dans la dernière session questions-réponses. Je vais maintenant donner la parole à Katia, qui va nous parler de projets portés à Madère. Katia, je vous donne la parole. Hi again. Thank you for the opportunity. Bon après-midi, merci pour l'opportunité de partager mon travail, qui n'est pas seulement à Madère, mais c'est dans d'autres îles aussi. Alors, en Macaronésie, on travaille depuis 15 ans pour minimiser l'impact de la pollution lumineuse. On a fait beaucoup de projets avec le ministère aussi pour créer des recommandations, par exemple pour la lumière urbaine. On a fait beaucoup de laboratoires, des ateliers d'animation pour éduquer aussi sur la vie et sur l'incidence sur les oiseaux marins qui sont impactés par la pollution lumineuse. En 2021, on a commencé 2 projets de conservation avec un focus spécifique sur la pollution lumineuse. La prochaine. Donc, avant ce procès, on a vraiment compris qu'on avait besoin d'une alliance vraiment très complète pour travailler sur la pollution lumineuse. On ne peut pas travailler toute seule. C'est très important d'avoir une équipe qui puisse agir de concertation dans la mitigation de la pollution lumineuse. Et donc, on a trouvé certains partenaires dans les domaines de la recherche, des entreprises, les municipalités, les ONG, les gouvernements et les autorités qui ont de la responsabilité en cette matière, en matière de lumière. La prochaine. Life Natura Night est le nom de notre projet de conservation. On essaie de protéger la nuit et les animaux nocturnes dans les zones protégées, mais dans les villes aussi. On est en train de développer différentes actions. Certaines actions ont été impliquées dans l'étude de l'impact de la pollution lumineuse sur la biodiversité. Par exemple, les oiseaux de mer, les chauves-souris et les papillons de nuit sont attirés par la lumière. Donc, c'est très important de normaliser la réponse au problème et créer un cadre juridique pour réduire l'impact de la pollution sur la biodiversité.
Donc, vous voyez dans les photos, par exemple, des échantillons d'insectes, on essaie vraiment de comprendre l'incidence des différentes typologies de lumière sur les insectes. On essaie de mettre des senseurs pour arriver à voir si la lumière a une incidence, par exemple, sur la façon de voler, sur la reproduction, etc. Parce que c'est très important de standardiser les problèmes et de créer un cadre pour contraster la pollution lumineuse et son impact sur la biodiversité. C'est une partie très importante de nos projets. La prochaine. Comme je l'ai dit auparavant, et surtout dans les premiers deux épisodes, on a, outre 10 espèces d'oiseaux marins qui se reproduisent, 9 espèces de chauves-souris et des centaines de papillons de nuit qui sont affectés par la pollution lumineuse. Donc, on essaie de travailler sur de nouvelles solutions lumineuses pour protéger les espèces menacées d'extinction, et surtout les oiseaux marins et les chauves-souris, et aussi on est en train de entamer des actions sur environ 2500 km de transects chaque année et de campagnes aussi de secours. Donc, 2500 km de transect, comme je l'ai dit, on essaie de secourir beaucoup d'oiseaux marins, de chauves-souris, et on a des centaines d'oiseaux qui ont été sauvés, et surtout les oiseaux marins qui sont vraiment en des groupes en extinction les plus grands du monde. La prochaine. On est en train aussi d'essayer de produire une cartographie de la pollution lumineuse, comme je l'ai dit dans le précédent webinaire. Il est essentiel de contrôler la pollution lumineuse dans les zones urbaines pour réduire les incidences sur les espèces et les habitats. Dans le deuxième épisode, mon collègue Fernando a partagé la méthodologie qu'il utilise pour cette action de cartographie en Micronésie. Nous essayons d'identifier les principales sources de pollution lumineuse et c'est très important de justifier ces actions dans les zones protégées. C'est très important, par exemple, de parler avec les autorités. Il faut expliquer que c'est très important de ne pas penser seulement aux zones protégées, mais aux zones urbaines où il y a beaucoup de lumière qui a beaucoup d'incidence sur les espèces. La prochaine. Naturellement, pour la mitigation de la pollution lumineuse, on est en train de investir dans une lumière efficace. Donc, la réduction, par exemple, peut être obtenue par la mise en œuvre de lumière publique par les réglementations locales, des actions pilotes de réduction de la lumière et l'implication des communautés locales avec des solutions pour les zones urbaines. Et c'est très important d'impliquer les communautés dans nos projets. Aussi, on a des défis, des challenges parce que l'efficacité énergétique est très importante aussi et il faut aussi persuader les autorités que les solutions respectueuses de la biodiversité sont également des lumières efficaces et présentent un potentiel d'économie plus élevé. Donc, c'est très important aussi d'expliquer que
la mitigation et la minimisation de la pollution lumineuse est une des priorités aussi en vue des changements climatiques et de la protection de l'environnement. Et c'est pas seulement la lumière urbaine, mais c'est aussi, par exemple, protéger les, les îles. Ça, c'est un exemple d'une île. Et pendant la saison d'hiver, désolé, pendant la saison de reproduction des oiseaux marins, l'île réduise complètement ses lumières pour faciliter la reproduction de ces animaux. Donc, c'est un exemple très important. Une partie très importante du projet, c'est contribuer à des nouvelles réglementations sur les émissions lumineuses. Donc, ce sont des thèmes très importants auxquels travailler. On travaille avec les municipalités pour porter ces règlements à niveau municipal, bien sûr, et au niveau aussi de autres autorités pour arriver à influencer les forces politiques et créer une législation respectueuse de l'environnement. Aussi, le plan de gestion des zones protégées à Macaronésie comprennent également des réglementations relatives à l'émission de la lumière. On a déjà fait ça et on espère que la Macaronésie sera un exemple pour bonne pratique dans d'autres endroits, surtout pour la réduction de la lumière artificielle. Dans le secteur privé aussi, on est en train d'implémenter un autre projet et des prix qui on va délivrer aux restaurants, aux hôtels qui ont de bonnes pratiques du point de vue de la lumière artificielle pour minimiser l'incidence de la lumière artificielle sur la biodiversité. Prochaine. Naturellement, l'action la plus importante est la création d'une conscience pour la protection. Les gens doivent comprendre que la pollution lumineuse est une menace pour la biodiversité, pour la santé humaine. Il faut impliquer les communautés locales. On est en train de développer, par exemple, des activités d'éducation sur l'environnement, des formations visant à promouvoir les meilleures pratiques en matière d'éclairage avec des ingénieurs. Et on est en train aussi de favoriser la durabilité énergétique, les avantages économiques et la conservation de la biodiversité. Tout cela peut être achevé en réduisant la pollution lumineuse dans notre arrêt géographique de la Macaronésie. Alors, ça, c'est la dernière slide. Je vous invite à nous visiter, à visiter notre projet. On a des traductions en espagnol et en anglais. On n'a pas une version en français, mais j'espère que vous allez comprendre quand même les informations les plus importantes. Si vous avez des questions, je suis prête à vous répondre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Katia, pour cette présentation très introductive, très bien menée sur ce projet Life Nature at Night. Il y a eu beaucoup d'activités et puis beaucoup de recommandations. Par rapport au label que vous évoquiez au niveau des opérateurs touristiques, c'est quelque chose qui a été développé à l'échelle de Madère exclusivement ou c'est quelque chose, enfin, il y a d'autres labels qui existent à l'échelle internationale qui permettent de reconnaître ce genre de bonnes pratiques des opérateurs économiques? Yes, actually there is a Oui, il y a un prix international par des associations pour promouvoir la protection des nuits, de la lumière artificielle.
mais les critères sont vraiment très, très stricts, donc c'est très difficile d'arriver à ces prix. En Macronésie, dans les trois archipels, on a beaucoup de pression par le tourisme. Et naturellement, dans la saison du tourisme, on a beaucoup de pollution lumineuse, surtout sur les côtes, dans les zones urbaines, dans les infrastructures touristiques. Donc, on essaie plutôt de promouvoir des petits prix pour permettre aux hôtels, aux restaurants de prendre des petits pas pour arriver à la durabilité. Et on est aussi en train de promouvoir de tout petits changements parce qu'on a beaucoup de résistance si rencontre beaucoup de résistance sur ces bonnes pratiques dans les secteurs privés. Donc pour nous, c'est très important de rester ouvert et d'essayer de travailler avec eux, surtout parce qu'ils comprennent l'importance et parce qu'ils sont préoccupés de l'économie énergétique. Et comme on est dans une zone touristique, les touristes aussi sont conscients des problèmes de biodiversité. Et nous, on essaie d'expliquer aux hôtels et aux restaurants que si ils auront ce prix, ces labels, les touristes vont les préférer. Donc ça, c'est très important parce que euh, Madeira et les autres îles Canaries sont toutes impliquées pour la minimisation de la pollution lumineuse. Donc ça, c'est très important. Merci beaucoup, Katia. Nous allons maintenant passer à la session questions et réponses. Et donc, je vais inviter Kelly à revenir sur scène et à Marie également, qui va vous poser les questions qui viennent des spectateurs. Oui, bonjour à tous. Alors, j'ai une question d'Anthony qui nous a écrit, qui travaille dans une petite entreprise d'installation et de dépannage électrique, aussi bien chez les particuliers, chez des privés, mais aussi auprès d'administrations, et qui demande quelles seraient les premières démarches, les premiers efforts que nous pourrions mettre en place lors de nos installations pour réduire la pollution lumineuse. Kelly, quelles seraient les premières recommandations que vous lui donneriez? Yes, to Anthony. And I think this is Anthony that Oui, I pour know Anthony, et je pense que je connais Anthony depuis quelques années parce qu'il vivait avec moi. Quand même, Anthony, il faut regarder les lignes directrices et les recommandations sur la réduction de l'intensité de la lumière, euh, sur la température de la lumière, sur la couleur des lampes. Donc, c'est mieux d'utiliser des lampes plutôt orange, de n'avoir pas beaucoup de réflexion dans les yeux. Donc, c'est très important, par exemple, aussi pour les particuliers, de vraiment gérer leur lumière. Merci Kelly. Est-ce que Katia, tu voudrais ajouter quelque chose sur cette question? Sorry. Yeah, I think that one of the first things Moi, je pense qu'une des premières choses à faire est de faire une validation, une évaluation interne pour voir les lumières utilisées dans une certaine infrastructure, même dans une maison des particuliers, il faut, par exemple, déjà étendre, désolé, les lumières plus souvent parce qu'investir sur changer tous les lampes, cela peut être un autre pas. Donc, c'est très important de commencer à économiser la lumière. Par exemple, à Madeira, on a créé un plan municipal et
maintenant, il y a un projet d'investissement, un différent démarches. La première démarche est, par exemple, d'éteindre les lumières plus souvent et les bénéfices d'éteindre les lumières plus souvent. Et après, les investissements sur de nouvelles lampes pour surtout les zones qui ont plus besoin de réduire l'impact de la lumière artificielle. Donc, ce sont des différentes démarches, mais c'est très important de comprendre qu'on peut faire des petits changements. Merci beaucoup pour votre réponse à toutes les deux. Peut-être qu'on pourra mettre dans le chat le lien directement vers les guidelines que nous a présenté Kelly, comme ça vous pourrez vous y rendre directement. Une autre question, quels seraient les arguments donnés aux populations locales pour qu'elles acceptent de réduire les lumières? Quels sont les arguments que vous utilisiez, Katia? Well, as I told you before, the first step is talking Bon, about comme je vous l'ai dit auparavant, la chose la plus importante, c'est parler de économiser la lumière parce que personne aime gaspiller. Donc, c'est ça, c'est la chose la plus importante. Et après, on peut aussi parler des bénéfices en termes de santé humaine, des problèmes de santé qui peuvent être minimisés en réduisant la lumière artificielle. Et aussi, il faut investir dans l'éducation environnementale parce que la communauté doit connaître l'importance de la biodiversité. Donc, je pense que ce sont trois thèmes très importants à utiliser dans notre communication. Et donc, économiser, santé et la protection de la biodiversité. Merci. J'aurais une autre question pour savoir s'il existait des exemples d'îles, donc vous en avez déjà un petit peu parlé, Katia, mais ou alors de municipalités qui arrivent à réaliser des blackouts sur une partie de la nuit. Peut-être, Kelly, que vous pouvez répondre à cette question. Yeah. Okay, besides Corvo, Oui, but it's a really small island with il y a une très petite île avec 300 habitants de Corbeau qui ont éteint carrément leur lumière pendant 5 jours pour protéger les oiseaux. À Colvaux, c'est très facile de le faire ça parce que c'est une toute petite île. Mais je suis sûre que aussi d'autres îles pourraient être inspirées et même 5 minutes, 10 minutes sont importants. Et donc maintenant, on va apporter ce projet dans la partie orientale aussi des îles de Madeira. Et par exemple, pour protéger les jeunes et la reproduction in of some Coral Water. Et en octobre, on va étendre la lumière pour créer des couloirs noirs. Comme ça, les animaux peuvent joindre l'océan sans l'impact de la lumière. C'est peut-être toute petite comme action, mais c'est très important parce que il y a beaucoup d'oiseaux qui font leur nid et il y a un jour de pic où beaucoup d'oiseaux font leur nid. Donc, si on arrive à achever un blackout dans ce jour-là, l'impact est très, très important sur la reproduction des oiseaux. Merci beaucoup, Katia, pour ces précisions. On va passer du coup à la dernière présentation et on reprendra la dernière session de questions après la présentation de Mania. Et merci Kelly aussi pour tes réponses. Merci à vous deux. Et donc, voilà, le temps file. Il y a peut-être une ou deux questions auxquelles on n'a pas encore répondu, mais je vais donner la parole à Mania Rousseau et on essaiera de refaire la synthèse des questions dans la prochaine session. Mania,
à vous la parole pour nous parler des apprentissages que vous avez pu mettre en place à Malte avec le Life Archipelago Garnia. Hi everyone, thank you for giving me the floor. Bon après-midi et merci pour m'avoir donné la parole. Alors, comme j'ai parlé auparavant, je viens de BirdLife Malte, donc je vais vous parler d'un projet pour supporter la conservation des oiseaux, particulièrement les oiseaux marins. Donc, je vais commencer en parlant des oiseaux avec lesquels on travaille. Je pense que c'est très important de comprendre pourquoi on fait ce travail sur la pollution lumineuse. Alors, la prochaine slide. Bon. Le Yelkouan Shearwater a été l'espèce focus du projet. Naturellement, la pollution lumineuse a des effets sur beaucoup d'espèces, mais je veux me focaliser sur ce parfum parce que c'est une espèce de falaise qui est très, très exposée à la pollution lumineuse de la côte. Pour vous donner un petit contexte, si vous ne connaissez pas Malta, Malta est une île très petite avec une grande population et avec beaucoup de développement, surtout dans les dernières années. C'est-à-dire que la pollution lumineuse est très importante, est une menace très importante. Donc, pour vous donner une idée, ça c'est le shearwater. Vous connaissez l'oiseau si vous venez de pays de la Méditerranée. C'est un oiseau moyen. Il mesure de 34 à 39 cm de long et possède un bec droit avec des pointes crochues et avec un bec très sombre. Et il a des glandes dans les narines en forme de tube qui sécrètent l'excès de sel de l'eau de mer. C'est-à-dire qu'il peut passer beaucoup de temps dans la mer et pendant la reproduction, il vient sur Terre. C'est-à-dire que parfois, cet oiseau passe 5 ans sur la mer sans toucher à la Terre. Cela se passe avec d'autres espèces d'oiseaux marins aussi. À Malta, on a le 10% de cette population qui se reproduisent sur nos îles. Et les niveaux élevés de pollution lumineuse ont une incidence sur ces oiseaux parce que ils ont besoin du sombre pour retourner à leur groupe et s'il y a beaucoup de lumière, il y a une incidence sur le comportement parce qu'ils n'arrivent plus à leur nid et ils ne vont pas pondre en présence de beaucoup de lumière et comme ils ne produisent que un œuf par an, s'ils ne pondent pas, alors c'est un grand problème. Donc c'est très important parce qu'ils arrivent et c'est très important que la reproduction ait du succès parce que sinon l'impact sur la population est vraiment très, très important. Donc, aussi, quand le petit commence à devenir un jeune oiseau et se prépare à laisser le nid, s'il y a beaucoup de lumière, ce qui se passe est qu'il laisse le nid et il perd complètement son orientation. Donc, s'il y a beaucoup de lumière, les oiseaux se perdent et s'ils se perdent, ils commencent à ne pas manger, à ne pas boire,
être chassé par le chat, etc. Donc, il devient vulnérable à la prédation et à la famine. Donc, c'est très important pour eux d'apprendre à laisser les colonies et à voler, à faire leur premier vol. Donc, quand on a fait le premier projet, je vais vous le montrer, prochaine slide. Life Archipelago Garnia. C'est un projet qui avait différents objectifs. Par exemple, on a créé une cartographie où on a montré le menace dans les différentes zones. Vous voyez, ça c'est l'île de Malta. Et il y a toute une série de petites îles. Et on a réussi à faire une cartographie complète. Je ne sais pas si c'est très clair, mais si vous voyez la petite lampe, ça c'est un signe sur la cartographie de pollution lumineuse. Donc, on a recensé tous les sites, on a fait une évaluation des nids. On a essayé aussi de réduire la population de rats qui sont une menace pour les oiseaux marins, mais en particulier, on a essayé de travailler avec les partenaires locaux pour réduire la pollution lumineuse et aussi la pollution par le bruit. Parce qu'on a une grande activité maritime à Malta. Il y a beaucoup de bateaux, beaucoup de navires et aussi à cause du changement climatique, c'est beaucoup plus chaud, donc il y a beaucoup de touristes pendant toute l'année et ils causent beaucoup de pollution lumineuse, surtout près des falaises. On a aussi travaillé avec le public parce que beaucoup de gens ne pensent pas que la pollution lumineuse soit une menace pour les oiseaux marins. Quand on a parlé avec la population, il n'y avait pas beaucoup de conscience sur ce problème. Donc, on a fait un énorme travail d'éducation pour faire comprendre aux gens que les lumières sont une menace pour la faune locale. La prochaine. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On avait un site pilote, la gare maritime de Sirkewa, qui est très proche d'autres îles. Et donc, c'est une activité vraiment très avec beaucoup de lumière. Donc, on a identifié ce site pilote pour changer la pollution lumineuse dans cette zone. Donc, on a réduit la pollution lumineuse dans cette particulière gare maritime et après qu'on a fait des changements à Chirkewa, ce n'était pas la fin de l'histoire. Je vais vous dire dans les prochaines slides qu'est-ce qu'on a fait après. On a mesuré, par exemple, la brillance du ciel pendant la nuit et on a identifié d'autres zones qui avaient besoin de changements dans l'illumination. Vous voyez la tour dans la photo, il y avait beaucoup de lumière et on a réduit, par exemple, toute la lumière de la tour qui est dans une zone qui n'est pas résidentielle parce que c'est une très belle falaise, c'est un très bel endroit naturel. Donc, on n'avait vraiment pas besoin de toute cette lumière et par exemple, on a pensé de réduire la lumière aussi parce que c'était une super zone pour regarder les étoiles, pour protéger la faune.
Et après la gare maritime de Chirkewa, on est passé à d'autres gares maritimes, Gare Lapsi, Nadur, Exlendi. Et aussi, on a créé des lignes directrices pour un éclairage écologiquement responsable qui sont similaires à ce que Kelly a mentionné au début dans sa présentation. Comme ça, on a essayé de faire comprendre aux gens, aux entreprises, aux hôtels, aux particuliers, le problème de la pollution lumineuse. Prochaine. On a aussi essayé de comprendre les problèmes dans les politiques. Par exemple, il y a des manques dans la politique parce qu'il n'y a pas une législation sur les sujets, sur, par exemple, la lumière des Et qu'est-ce qu'on a fait? On a créé un document avec des recommandations qu'on a présentées aux autorités visant à développer la législation sur la pollution lumineuse. Les lignes directrices, donc, sont un document très important pour les autorités politiques et aussi on a fait une analyse des oiseaux qui avaient perdu l'orientation pour comprendre aussi s'il y avait une croissance dans le nombre d'oiseaux morts et d'oiseaux qui perdent leur orientation à cause de la pollution lumineuse. Prochaine. Qu'est-ce qui s'est passé après les projets? On a continué à surveiller nos projets sur le Shearwater et à détecter les changements et à suivre le besoin de conservation. On a aussi amélioré notre capacité de réhabiliter les oiseaux quand ils ont perdu leur orientation, quand ils sont très faibles, ils ont besoin de se reprendre. Donc, on les prend, on leur donne de la nourriture et on fait une petite réhabilitation jusqu'à quand ils sont capables de reprendre la route. Aussi, on a fait beaucoup de travail d'éducation et de plaidoyer pour une loi politique à Malte afin de protéger les sites des colonies existantes. Donc, on a pris une approche très active vis-à-vis des autorités et on travaille avec eux aussi. Il y a beaucoup de travail à faire et à long terme, on espère que cela deviendra plutôt une approche automatique parce que c'est très difficile pour nous de contrôler tout le développement des infrastructures et des lumières sur l'île. Prochaine. Alors ça, c'est la gare maritime dont je parlais avant. Vous voyez, il y avait beaucoup de lumière, mais la mauvaise nouvelle est que après avoir changé les lumières, le manager de la gare a changé et il a encore une fois mis des lumières artificielles. Donc, on est retourné à la situation précédente. Donc, on est en train maintenant de convaincre les nouveaux managers de retourner à l'éclairage qui protège la biodiversité. C'est très important, c'est un problème très important parce que ces gares maritimes ou des entreprises qui changent de management, changent aussi d'éclairage et
Donc ça, c'est un grand défi et on est en train de travailler avec les autorités aussi pour avoir du financement. Donc, c'est quelque chose qu'on espère aussi avec du financement de pouvoir développer dans le futur. Les financements sont très importants pour la recherche sur la pollution lumineuse et son impact sur les oiseaux. Et c'est très important de comprendre aussi comme réduire les problèmes pour les oiseaux et comprendre comment l'intensité a une incidence sur les colonies d'oiseaux en reproduction. C'est un projet qui continue, mais c'est très important de dire que la pollution lumineuse doit continuellement être contrôlée. Merci. Merci beaucoup, Mania. On atteint l'heure de webinaire, donc on va glisser dans cette dernière série de questions et réponses. Je vais inviter Kelly et Katia à nous rejoindre, à rallumer leur vidéo, parce que j'avais déjà à passer la parole à Marie, une question qui pourrait s'adresser à vous trois. Aujourd'hui, donc, vous avez des recommandations, des guidelines qui viennent notamment de certains projets qui ont une fin. Comment justement vous faites perdurer tout ça et quelle a été la stratégie de diffusion et de promotion que vous avez pu mettre en place voilà, dans vos différents pays pour justement partager au plus grand nombre ces recommandations vu qu'elles touchent en plus différents secteurs, les municipalités, les scientifiques, la recherche, l'industrie. Mania, je vous laisse commencer et puis je donnerai ensuite la parole à Katia et à Kelly. Is that for me to answer or for Kelly? C'est pour moi, c'est pour Kelly. Et je laisserai ensuite la parole à Kelly et à Katia. Yes. So the short answer is that it's very difficult. Alors, la réponse courte est que c'est très difficile d'assurer la durabilité. Quand je parlais de la gare maritime, on était très contents, c'était un succès, mais après quelques années, ils ont changé encore une fois. Donc, bref, il n'y a pas de façon de s'assurer la durabilité du projet si cela ne devient pas une loi. Et c'est très important de parler à niveau gouvernemental. Comme ONG, on peut être proactif ou réactif avec des recommandations, mais une toute petite ONG ne peut pas suivre tous les projets, les parties prenantes pour s'assurer qu'ils maintiennent ce qu'ils ont promis. Donc, c'est très important de faire un travail de plaidoyage, d'arriver à changer la législation nationale. Merci. Kelly, Katia, un complément, est-ce que vous partagez le même sentiment que Mania? No, because here in Australia, those guidelines. Pas tellement parce que ici, en Australie, les lignes directrices sont carrément partie des projets pour la régulation. Donc, pour la réglementation, désolé. Donc, comme je l'ai dit, si il y a des projets, les projets doivent carrément démontrer qu'ils vont prendre des mesures pour réduire le problème de pollution lumineuse sur la biodiversité. S'ils ne font pas ça, en cours, ils doivent démontrer encore une fois avant de commencer leur projet parce que sinon leur projet pourrait être bloqué. Donc oui, ce sont des lignes directrices, mais ils font partie des réglementations des projets, de bâtiments surtout. Donc
en Australie, on commence vraiment à voir qu'il y a une importance pour les régulateurs de ces lignes directrices. The situation in Australia is quite inspiring. I wish that we La situation en Australie est de grandes inspirations. Mais, comme l'a dit Mania, les recommandations sont très importantes, oui, mais il faut travailler sur de plans effectifs, surtout à niveau municipal, pour s'assurer que les autorités suivent les lignes directrices jusqu'à les rendre loi. C'est aussi très important de continuer à faire beaucoup d'éducation sur l'environnement et à impliquer la communauté, parce que si la communauté n'a pas de conscience, c'est difficile de faire des pressions aux autorités. Par exemple, comme partie de nos projets, on a reçu beaucoup de contacts de la part des citoyennes qui commencent à nous dire il y a beaucoup de lumière dans ce restaurant, il y a beaucoup de lumière dans cette rue, il y a trop d'éclairage, etc. Donc, c'est très important de travailler sur la conscience collective et cela va vraiment augmenter les résultats qu'on pourra achever. Merci, Katia. Marie, je te laisse relever les quelques questions de la boîte à questions, ceux qu'on a reçus en parallèle via WhatsApp. Oui, du coup, une question qui porte sur les associations astronomiques qui, elles aussi, militent pour du coup une protection du ciel étoilé. Et du coup, il y a un des participants qui se demandait s'il vous arrivait de vous associer avec ces associations-là pour mener, par exemple, des actions de sensibilisation ou de plaidoyer. Alors, je ne sais pas qui veut commencer à répondre. Ah. I can answer that one. I was vice president of the Je vais international. commencer. J'étais vice-président d'une association pareille pendant 3 années. It's an American-based group. Et c'est un groupe qui est basé aux États-Unis qui certifie carrément le ciel sombre. On that board for 6 years. Et j'étais un membre de cette association et du conseil pendant 6 années. On a commencé aux États-Unis, après en Europe et aux États-Unis, en Australie. Et, mais il n'y avait pas beaucoup de pouvoir de faire beaucoup d'actions. Il y a des mouvements. S'ils avaient beaucoup plus de pouvoir, peut-être qu'ils arriveraient à faire beaucoup plus de changements, mais je pense que c'est quand même très important de parler avec ces organisations. Nous, on a créé un Dark Sky Group, donc un groupe ciel sombre, qui arrivait, par exemple, à faire des recommandations très spécifiques sur le type, la typologie d'éclairage, parce que, par exemple, aux États-Unis, il y a des spécifiques différentes sur la lumière par rapport à l'Australie, au Moyen-Orient, etc. Il y a certainement des ressources, il y a certainement des instruments pour l'éducation du public et il y a beaucoup de différences entre les différents pays, mais ce serait très important d'avoir des groupes dans les différents pays et pour arriver à utiliser leurs conseils et leurs ressources aussi. Ici, à Madeira, on travaille aussi avec les associations astronomiques locaux et
on essaie de faire beaucoup d'éducation ensemble, de faire des animations, par exemple. Pendant le blackout, encourager les gens à écouter les oiseaux, à regarder les étoiles. On crée des activités, des animations comme ça. En plus, on a un partenaire qui est l'institution pour l'astrophysique des îles Canaries, qui travaille par exemple à mesurer les émissions de pollution lumineuse de façon plus scientifique. Donc, c'est vraiment très important de partager les problèmes avec d'autres chercheurs, avec d'autres associations, parce que comme ça, on arrive de plus en plus à comprendre l'importance de réduire la pollution lumineuse. Donc, la concertation est très importante. À Malta, la situation est similaire. On a essayé de travailler avec plusieurs parties prenantes, aussi des groupes astronomiques. On a fait des animations aussi, oui. Je pense qu'on a un contexte similaire à ceux de Katia et on a essayé d'impliquer beaucoup de parties prenantes. On a trouvé beaucoup de support aussi par les autorités de transport maritime, etc. Merci beaucoup pour vos réponses à toutes les trois. Une autre question qui change un petit peu de sujet et qui est un peu plus géographiquement centrée, mais c'est de savoir est-ce que la crise économique qui a notamment et la crise énergétique qui a notamment touché l'Europe ces derniers temps euh, a-t-elle participé à une réduction des lumières artificielles et notamment de l'éclairage du coup municipal? On parle de l'Europe, mais c'est peut-être le cas dans d'autres géographies aussi, hein. Est-ce que vous pensez que ça a eu une influence jump ou pas in? vraiment? Yes, Kelly. No, because LEDs are very cheap to run. They're cheap to buy. Je pense que non, parce que le lampe LED ne coûte pas cher. Donc, tous les architectes qui font des projets ont en effet contribué à la pollution lumineuse parce qu'ils mettent tous ces lumières LED qui ne sont pas chères, mais qui font de la lumière qui n'est pas bien pour la pollution lumineuse. Parce que le lumière halogène coûtait plus cher. Donc, oui, ils essaient d'économiser, mais ils essaient d'utiliser des lumières pas chères qui créent beaucoup de pollution lumineuse parce que les lampes LED ont beaucoup plus de lumière bleue qui a un impact vraiment très fort sur la pollution lumineuse. Donc, c'est très difficile de le convaincre sur la base de l'économisation parce qu'ils arrivent, oui, à comprendre cela, mais ils achètent des lumières LED qui ont beaucoup de lumière bleue et qui causent beaucoup plus de pollution lumineuse. Merci Marie. Est-ce qu'on a une dernière question dans la boîte? Parce qu'on a débordé du temps. Ouais, une dernière question peut-être qui est un petit peu une question d'ouverture. Que pensez-vous de la proposition d'inscrire le ciel étoilé au patrimoine mondial de l'UNESCO? Est-ce que ça vous semble pertinent? Est-ce que ça pourra peut-être faire bouger les choses et sensibiliser un peu plus de monde à cette question-là? Qui se lance? Yes. Qui a une idée? Ouais. Yes, yes. But how do you do it? It's like getting Bah oui, mais comment le faire? Est-ce qu'il faut parler avec les gens de l'UNESCO? Est-ce que vous connaissez quelqu'un dans l'UNESCO? Est-ce qu'on peut leur taper sur l'épaule et dire, bon, faites attention à cela. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe en Europe, mais
Je pense que c'est très important, bien sûr. They're, part of the United Nations, but most people don't know it. They don't recognise. Il y a encore trop de monde qui ne connaît pas les problèmes de pollution lumineuse. Donc, il faudrait, par exemple, imprimer, faire des lignes directrices. Par exemple, la France, est-ce que vous connaissez que avoir ces lignes directrices, comme je l'ai dit dans mon document, il y a des pays qui ne connaissent pas leurs lignes directrices. Je vois pas d'autres questions. Mais un commentaire de Mathieu Yodis disant qu'effectivement, en France, dans les communes où il y a les installations d'éclairage qui ne sont pas rénovées en LED, il y a la crise énergétique qui a causé une augmentation des extinctions en cœur de nuit. Mais par contre, il y a un effet rebond des installations LED qui consomment moins et donc moins de soucis à économiser l'énergie. Merci pour ce commentaire. Je pense que le webinaire touche à sa fin. Et donc, Kelly, Katia et Mania, je vais vous remercier pour votre participation et merci aux spectateurs d'être restés de bout en bout. Donc, on conclut donc le webinaire de cette série. Vous pouvez le retrouver dans quelques jours, l'enregistrement sur le site web EcoSolutions. Et bientôt, nous allons attaquer dès la semaine prochaine une nouvelle série de webinaires de partage d'expériences internationales sur les enjeux de création, de mise en œuvre et de pérennité des observatoires du littoral. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner via le site web EcoSolutions pour avoir accès aux liens d'inscription à ces différents webinaires si cela vous intéresse. Merci à vous tous et au plaisir de vous voir à une autre occasion.